Donc, bienvenue maintenant à Catherine Robidaille, qui est étudiante en management à l'Université Laval, avec une posture critique du management. Son doctorat porte sur les paradoxes dans l'organisation des projets de lutte contre la crise climatique en coopération internationale depuis la justice climatique féministe. Donc, ses implications universitaires, professionnelles et aussi sociales lui permettent de nourrir une curiosité insatiable suscitée pour les actions collectives conduites dans la réciprocité, la justice et la pluralité, et tant en contexte de solidarité québécoise, canadienne ou au niveau international aussi. Alors Catherine, bienvenue et puis c'est à ton tour. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien ou Oui, me très bien. voyez bien? Moi, je vous vois pas, mais je suis bien contente d'être là. Donc, au travers de ma présentation, je vous propose de réfléchir sur le thème de la recherche féministe sur l'organisation des projets d'adaptation au changement climatique en contexte de coopération internationale. Donc, les réflexions que je propose aujourd'hui sont le reflet de où je suis rendue personnellement dans mon parcours doctoral, donc ce cheminement-là, mais aussi de mon projet de recherche au doctorat, donc qui s'intitule Paradoxe dans l'organisation des projets d'adaptation au changement climatique dans la coopération canado-béninoise et depuis une perspective de justice climatique. Donc, c'est donc une des raisons pour lesquelles je ne suis pas présente avec vous aujourd'hui. Merci. Donc maintenant, c'est important pour moi de vous nommer dans quel paradigme de recherche je m'inscris, donc pour que vous puissiez peut-être mieux comprendre la constitution de mes réflexions aujourd'hui. Donc, je m'inscris évidemment dans les courants de recherche qualitative, dans le paradigme critique, donc un paradigme qui invite à questionner ce qui est pris un peu pour naturel, pour acquis, d'explorer un peu les angles morts, les biais, puis de viser à déconstruire un peu les rapports de pouvoir pour ensuite reconstruire des pratiques et trouver une émancipation de ces rapports de pouvoir-là. Donc, en cohérence avec les approches féministes, je tiens juste à situer un petit peu mes réflexions. Donc, je suis évidemment une femme, je vis dans les pays des Nord, je bénéficie d'une éducation universitaire canadienne, donc c'est sûr que ça me confère plusieurs privilèges, plusieurs biais aussi dans ma compréhension de la justice climatique féministe. Donc, j'apporte tout ça avec moi dans la présentation aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc, selon le GIEC, c'est 3,6 milliards de personnes qui sont affectées par la crise climatique. On le sait maintenant, mais les effets sont ne seront pas vécus pareil ou de la même façon d'une nation à une autre ou d'une population à une autre. Par exemple, selon ONU-FEM, les femmes sont 14 fois plus à risque de vivre ou de mourir lors des catastrophes climatiques. Puis ça, ce que ça fait en sorte, c'est que ça fait en sorte qu'en fait, collectivement et au niveau mondial, on se réunit, si on veut, pour faire face à ces enjeux-là et ces envies-là de lutter collectivement contre la crise climatique. Eh bien, ça donne lieu à la coopération climatique internationale. Les liens entre justement les changements climatiques et les inégalités sociales se trouvent au cœur de plusieurs projets, de plusieurs programmes aussi d'organisations de coopération internationale. Vous en connaissez peut-être, dont Oxfam Québec, CECI, SUCO, etc. Mais ce qui arrive, c'est que ces projets-là, eh bien, tels qu'ils sont présentement réfléchis, créés, menés et évalués, eh bien, ils ne répondent pas aux objectifs de transformation des inégalités sociales et climatiques qui sont pourtant visés, pourtant souhaités dans ces programmes-là. Bien que la recherche sur la justice climatique et les projets d'adaptation au changement climatique sont en éclosion depuis les dernières années, il y a très peu d'études qui vont porter sur les rapports de pouvoir dans l'organisation ou dans l'articulation de ces projets-là, donc des projets de coopération internationale, et aussi sur les stratégies qu'on peut adopter ou déployer pour répondre à ces enjeux-là, pour permettre des transformations souhaitées en matière d'inégalité sociale et climatique. On va le voir ensemble, puis on peut passer à la prochaine diapositive. La recherche féministe va nous offrir des pistes de réflexion intéressantes pour pallier à ce manque-là. Donc, au regard de tout ça, je propose de réfléchir à comment est-ce que la recherche féministe peut contribuer à comprendre les enjeux, identifier les stratégies aussi qui pourraient guider une organisation des projets d'adaptation au changement climatique qui seraient porteuses de transformation, notamment au niveau climatique et social, en coopération internationale. Pour que vous puissiez bien comprendre ce que je veux dire par ces trois courants-là, si on veut. Donc, je m'appuie sur trois courants, dont la gestion critique des projets de développement international ou coopération internationale, les approches de justice climatique et les approches féministes. Quand on parle de la gestion de projets en contexte de développement ou de coopération internationale, il y a certaines spécificités. Donc, Brière et collègues vont, par exemple, souligner que les projets de développement international vont viser l'obtention de résultats qui seraient
pour favoriser des changements, des transformations sociales, des transformations comportementales aussi, parfois des changements de mentalité aussi. Et tout ça là, dans le but de réduire la pauvreté économique, par exemple, les inégalités, les injustices sociales. Et tout ça dans un éventail de contextes hyper complexes, avec des relations avec les différentes parties prenantes hyper complexes aussi. Puis, tout ça, ça va répondre à un ensemble de préoccupations qui sont liées, par exemple, aux priorités locales, nationales, internationales, aux exigences des bailleurs de fonds aussi, et tout ça s'inscrivant dans des cadres internationaux des droits de la personne. Pour comprendre aussi peut-être un peu comment on organise ces projets-là, eh bien, il y a 5 étapes, si on veut, à ce cycle. Donc, il y a l'idéation, pardon, du projet, la planification, la mise en œuvre, la clôture et le retour sur les apprentissages. En termes de justice climatique, eh bien, je me réfère à la définition qui dit, bon, la justice climatique va prêter une attention à la manière dont la crise climatique va affecter les personnes de manière différente, inégale, disproportionnée, mais aussi à viser une réparation des injustices qui vont en résulter, et ça de manière juste et équitable. Quand on parle d'injustice, on va parler dans les causes, les effets des changements climatiques, mais aussi les répartitions, pardon, donc quelles ressources on a en tant que pays, en tant que population pour lutter contre la crise climatique. Puis, en terminant, quand on parle des approches féministes intersectionnelles de la justice climatique, eh bien là, je fais référence justement au rapport de pouvoir et à l'intersection des systèmes d'inégalité, comme par exemple le sexisme, le racisme, le colonialisme, qui vont façonner les projets de lutte contre la crise climatique. Pour situer rapidement les débats et les critiques dans lesquels mes réflexions vont se situer, donc au croisement, encore une fois, des 3 courants, donc la gestion critique du développement international, de la justice climatique et des approches féministes, eh bien, il y a Ika, Hodgson et Savard qui vont souligner, dans le fond, que la coopération internationale, elle est marquée par une réforme managériale qui va s'incarner par la gestion axée sur les résultats. Bien que l'on souhaite des résultats, on veut des résultats, une approche qui est de gestion, de projet, unique, qui est uniquement axé sur les résultats, eh bien, ce que les auteurs vont dire, c'est que c'est pas adapté à plusieurs contextes. Ça va avoir tendance à occulter des éléments complexes, mais qui sont essentiels à la réussite du projet. Donc, on va parler de pièges techniques, par exemple, de l'approche one size fits all, qui est notamment mise de l'avant par la GAR ou la gestion axée sur les résultats, parmi plusieurs autres pièges. Il y a aussi Brière et Auclair qui vont souligner qu'il y a des tensions ou des paradoxes qui vont exister entre ce qu'on dit dans les discours, dans les politiques, dans les projets et ce qu'on fait réellement sur le terrain. Donc, des paradoxes qui, encore une fois, vont limiter ou paralyser les résultats de réduction des inégalités et des injustices. En termes de justice climatique, il y a plusieurs façons de le conceptualiser. J'ai donné ma définition plus tôt. Il y a, par exemple, Boran et Newell qui vont dire, bon, on peut les catégoriser selon 3 sphères, donc les mouvements sociaux qui, par des mobilisations sociales, vont mener des transformations en matière de climat. Mon projet de recherche s'inscrit dans ça. Je crois que c'était Rachel aussi qui le mentionnait tantôt, donc c'est un exemple. Il y a la justice climatique peut être comprise aussi sous la justice qui va révéler plus de la conformité aux droits ou aux recours légaux. Puis, selon ces auteurs-là, ils vont le catégoriser comme étant aussi la justice climatique comme étant très conceptuelle, donc qui émane de la puissance des discours mondiaux sur les changements climatiques dans les sphères universitaires pour créer de nouveaux concepts. Mais il y a plusieurs autres conceptualisations. Il y a des auteurs aussi qui vont aborder que des rapports de pouvoir et de domination, donc qui vont être explorés, donc rapports de pouvoir entre les pays dits des Nord, dits des Sud. On peut aussi parler des rapports entre la société civile et les États, rapports de pouvoir aussi entre la communauté et les industries extractives et les multinationales. Il y a plusieurs auteurs aussi qui vont souligner la nécessité de politiser. Donc, c'est drôle parce qu'on en a parlé tantôt, mais donc non pas de politique partisane, mais bien politisée dans le sens de renégocier ces rapports de pouvoir-là, notamment dans les projets de lutte contre la crise climatique, pour reconnaître justement que ces enjeux de pouvoir-là, mais aussi pour s'attaquer aux causes structurelles des inégalités sociales et climatiques. Puis, en terminant, des autrices comme Savard et Kahn vont souligner que, bon, évidemment, mon contexte s'inscrit dans le contexte canadien, mais que à travers sa politique d'aide internationale féministe, le Canada va mettre de l'avant une approche dite féministe libérale qui est identifiée selon les autrices comme étant paternaliste, colonialiste des approches féministes. Il y a Kahn qui va parler du matriarchy complexe, donc l'imposition d'un féminisme libéral
Donc, ce qu'elle va dire, dans le fond, c'est que ces femmes-là sont en position de pouvoir, en fait, pour imposer une vision du féminisme, et ça, on peut même l'exploiter, si on veut, ou le transposer à une vision du féminisme de la justice climatique également. Donc ça, c'était juste pour mettre en contexte. Maintenant, j'avais envie de réfléchir à comment est-ce que justement la recherche au croisement de ces trois approches-là peut être utile pour comprendre les enjeux, les stratégies aussi qui vont viser à émanciper de ces rapports de pouvoir-là. Donc, je propose de regarder comment est-ce qu'elles sont complémentaires et comment est-ce qu'elles présentent des liens théoriques, méthodologiques et pratiques. Je m'appuie notamment là, sur une catégorisation de Mikulévitch et collègues, bien que je la bonifie pour transversaliser, si on veut, une perspective de gestion critique de la coopération internationale, autant dans les approches féministes de justice que de gestion. Donc, en ce qui concerne les liens théoriques, les trois courants vont avoir des racines communes, la théorie critique et radicale, donc certains courants évidemment, c'est-à-dire donc de questionner les racines, les enjeux, la racine des enjeux, excusez-moi, de la gestion de la crise climatique et de l'égalité entre les genres, par exemple. Les trois courants vont aussi avoir des racines communes, si on veut, sur le fait que l'accent est mis sur les populations marginalisées, vulnérabilisées. Donc, Jox, l'auteur, par exemple, va parler de l'importance d'adopter des pratiques de gestion et d'organisation de projets de dit développement issus de la sudisation, pardon. Donc, c'est-à-dire qu'il va partir des pays des Suds, donc des pratiques de gestion qui vont être des pays des Suds. Les trois approches vont aussi remettre en question les épistémologies et les ontologies dominantes, mais aussi les processus de production, de connaissances, les processus de gestion aussi ou d'organisation des projets qui vont donner lieu ou qui peuvent maintenir des inégalités en place quand on pense aux projets de coopération internationale qui luttent contre la crise climatique. Les trois courants vont aussi proposer des stratégies qui sont similaires pour lutter contre les inégalités, poursuivre un peu une quête de justice sociale, une quête de justice climatique. Donc, elles vont souligner toutes les trois la nécessité d'une action politique, comme je le mentionnais en haut, non pas partisane, mais bien de contester les rapports de pouvoir, si on veut. En critiquant les structures sociales qui sont dominantes, donc les prises de décision qui se voudraient trop techno-managériales, les savoirs hégémoniques aussi quand on considère comment est-ce qu'on construit les projets d'adaptation au changement climatique. Pour faire vite, je vais passer au lien méthodologique. Donc, un autre point en commun entre les études sur la justice climatique, l'intersectionnalité ou féministe intersectionnel et la gestion, eh bien, c'est qu'elles ne mettent pas forcément l'accent sur des méthodologies positivistes. Donc, quand on va parler de méthodologie souvent un peu plus recherche quantitative, donc les méthodes vont plutôt choisir en fonction de leur adéquation à des contextes de recherche qui sont spécifiques, vu la complexité des enjeux et d'adresser, en fait, si on veut, la complexité des rapports de pouvoir. Il y a notamment Osborne qui va spécifier que cette position anti-positiviste, si on veut, bon, bien que je pourrais critiquer cette appellation, c'est en partie dû au fait qu'on donne un avantage épistémique aux personnes, aux groupes, aux individus qui sont marginalisés et vulnérabilisés. Donc, l'idée ici, c'est que ces personnes-là sont les seules à pouvoir comprendre pleinement et articuler avec précision leur expérience de la discrimination au croisement des inégalités, que ce soit là, en lien avec le genre, le climat ou la gestion. Ce sont aussi des approches qui vont prôner plus la recherche qualitative, recherche-action, recherche participative, selon plusieurs auteurs, autrices. On va mettre de l'avant aussi l'interdisciplinarité. Donc, comment est-ce qu'on peut co-construire des connaissances? Comment est-ce qu'on peut, comment est-ce que cette construction-là, cette co-construction-là des connaissances permet en quelque sorte d'éviter d'exclure certaines personnes, certains savoirs, certaines ontologies, épistémologies dans le processus, et etc. Donc, en guise de conclusion, j'avais envie de proposer peut-être quelques pistes de réflexion pour outiller cette démarche-là, peut-être un petit peu plus concrètement. Donc, une démarche qui serait peut-être plus axée vers, quand on pense à la justice climatique féministe pour mieux comprendre l'organisation des projets d'adaptation au changement climatique, quelle réflexion est-ce qu'on veut mettre de l'avant? Donc, comment est-ce que la recherche place le genre et ses interactions
avec d'autres systèmes d'inégalité. J'ai parlé de racisme, de colonialisme, au centre de la recherche sur les projets de lutte contre la crise climatique. Comment est-ce que la recherche va examiner de manière critique les dynamiques ou les rapports de pouvoir dans toutes les étapes d'une organisation de projet d'adaptation au changement climatique? Comment est-ce que les personnes marginalisées, vulnérabilisées par les changements climatiques sont présentes à toutes les étapes de la recherche, donc en respect avec les approches de recherche participative, par exemple? Comment est-ce que la recherche va analyser quelles voies et quels savoirs sont favorisés, mais aussi quels sont occultés? Donc, comment est-ce qu'on met de l'avant des savoirs qui seront dits alternatifs, qui seraient endogènes? Comment est-ce que la recherche est contextualisée aussi aux réalités du milieu? Donc, quand que je parlais féminisme, par exemple, la notion de féminisme au Bénin est très différente de la notion de féminisme au Canada, par exemple. Même chose pour les protocoles ou les processus de gestion. Même chose sur les enjeux et les stratégies qui sont déployées pour lutter contre les changements climatiques. Comment est-ce que la positionnalité du ou des chercheurs, chercheuses sont mis au centre, sont priorisés dans les processus de recherche et finalement, comment ou quel type d'alliance est-ce qu'on peut favoriser pour garantir une recherche là, qui serait en phase avec ces trois approches-là. Donc voilà, merci beaucoup pour votre écoute.